Quand nous psalmodions à l'école les vers fameux «100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, polissez-le sans cesse et le repolissez», ou encore «Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément», nous ne pensions certes pas que Nicolas Boileau se trouverait un jour dans une anthologie des farceurs et libertins du XVIIe siècle. C'est pourtant chose faite, et Robert Arnault, qui a pris cette liberté, ajoute que le clin d'œil qu'ils échangent en dit long sur leur complicité inavouée. De six amants contents et non jaloux, qui tour à tour servaient Madame Claude, le moins volage était Jean, son époux. Un jour pourtant, d'humeur un peu trop chaude, serrait de près sa servante aux yeux doux. Lorsqu'un des six lui dit « Que faites-vous? Le jeûne est sûr avec cette ribaude. Oh, voulez-vous, Jean-Jean, nous gâter tous ?» À étudier les satires et les épîtres, aurions-nous cru qu'un jour Boileau ferait figure de parolier de chansons d'amour? Et pourtant... J'appelle Horace Horace et Boileau traducteur. Si vous voulez savoir la manière de l'homme, il applique à Paris ce qu'il a lu à Rome. Ce qu'il dit en français, il le doit au latin, et ne fait pas un vers qu'il ne fasse un larcin. Cotin, 1666. Ces vers, forts et harmonieux, faits de génie, quoique travaillés avec art, pleins de traits et de poésie, seront lus encore quand la langue aura vieilli. Ils en seront les derniers débris. La Bruyère. Sans feu, sans verve et sans fécondité, Boileau copie, on dirait qu'il invente. Comme un miroir, il a tout répété. Marmontel. La raison n'était pas chez lui distincte du sentiment, c'était son instinct. Aussi a-t-il animé ses écrits de cet intérêt qu'il est si rare de rencontrer dans les ouvrages didactiques. Vauvenargues. Despréaux a très bien fait ce qu'il voulait faire. Voltaire. Cet homme en vérité est extraordinaire. On en connaît peu qui soient aussi indépendants que lui, aussi dédaigneux de la gloire, aussi francs et intraitables dans l'action. Tout écrivain libre et fier a Boileau pour complice. Et si nous n'emportons pas ses œuvres lorsque nous allons rêver sous les arbres, nous savons qu'il s'est battu pour la comédie la plus humaine et qu'il a protégé la naissance des poèmes tragiques les plus purs. Kléber-Hédens. Loué par les uns, blâmé, voire détesté par les autres, Boileau mérite-t-il ses louanges et ses haines? Considéré au XVIIe siècle comme le critique le plus influent, oublié au XVIIIe, il fut honni au XIXe siècle par les romantiques qui ne lui pardonnèrent jamais d'avoir méprisé, fort injustement d'ailleurs, Ronsard et les poètes de la Pléiade. Enfin, Malherbe vint, et le premier en France fit sentir dans les vers une juste cadence. D'un mot mis en sa place enseigna le pouvoir et réduisit la muse aux règles du devoir. Par ce sage écrivain, la langue réparée n'offrit plus rien de rude à l'oreille épurée. Les stances avec grâce apprirent à tomber, et le vers sur le vers n'osa plus enjamber. Tout reconnut ses lois, et ce guide fidèle aux auteurs de ce temps sert encore de modèle. Marchez donc sur ses pas, aimez sa pureté, et de son tour heureux, imitez la clarté. Dans le premier article du premier numéro de la Revue de Paris qui naissait en avril 1829, Sainte-Beuve tentait, comme on dit, de faire le point. Depuis plus d'un siècle que Boileau est mort, de longues et continuelles querelles se sont élevées à son sujet. Tandis que la postérité acceptait, avec des acclamations unanimes, la gloire des Corneille, des Molière, des Racine, des La Fontaine, on discutait sans cesse, on révisait avec une singulière rigueur les titres de Boileau au génie poétique. Et il n'a guère tenu à Fontenelle, à d'Alembert, à Helvétius, à Condillac, à Marmontel, et par instant à Voltaire lui-même, que cette grande renommée classique ne fût entamée. On sait le motif de presque toutes les hostilités et les antipathies d'alors, c'est que Boileau n'était pas sensible. On invoquait là-dessus certaines anecdotes plus que suspectes, insérées à l'année littéraire et reproduites par Helvétius. Et comme au XVIIIe siècle, le sentiment se mêlait à tout, à une description de Saint-Lambert, à un conte de Crébillon fils, ou à l'histoire philosophique des deux Indes, les belles dames, les philosophes et les géomètres avaient pris Boileau en grande aversion. Pourtant,
Malgré leurs épigrammes et leurs demi-sourires, sa renommée littéraire résista et se consolida de jour en jour. Le poète du bon sens, le législateur de notre Parnasse, garda son rang suprême. Le mot de Voltaire, « Ne disons pas de mal de Nicolas, cela porte malheur », fit fortune et passa en proverbe. Les idées positives du XVIIIe siècle et la philosophie qu'ont dit la sienne, en triomphant, semblèrent marquer d'un sceau plus durable la renommée du plus sensé, du plus logique et du plus correct des poètes. Mais ce fut surtout lorsqu'une école nouvelle s'éleva en littérature, lorsque certains esprits bien peu nombreux d'abord commencèrent de mettre en avant des théories inusitées et les appliquèrent dans des œuvres, ce fut alors qu'en haine des innovations, on revint de toutes parts à Boileau comme à un ancêtre illustre et qu'on se rallia à son nom dans chaque mêlée. Les académies proposèrent à l'envi son éloge, les éditions de ses œuvres se multiplièrent, des commentateurs distingués, messieurs Viollet-le-Duc, Amar, de Saint-Surin, l'environnèrent des assortiments de leur goût et de leur érudition. Monsieur Daunou, en particulier, ce vénérable représentant de la littérature et de la philosophie du XVIIIe siècle, rangea autour de Boileau, avec une sorte de piété, tous les faits, tous les jugements, toutes les apologies qui se rattachent à cette grande cause littéraire et philosophique. Mais, cette fois, le concert de si dignes efforts n'a pas suffisamment protégé Boileau contre ces idées nouvelles, d'abord obscures et décriées, mais croissantes et grandissantes sous les clameurs. Ce ne sont plus en effet comme au XVIIIe siècle de piquantes épigrammes et des personnalités moqueuses, c'est une forte et sérieuse attaque contre les principes et le fond même de la poétique de Boileau. C'est un examen tout littéraire de ses inventions et de son style, un interrogatoire sévère sur les qualités de poète qui étaient ou n'étaient pas en lui. Les épigrammes même ne sont plus ici de saison. On en a tant fait contre lui en ces derniers temps qu'il devient presque de mauvais goût de les répéter. Il est bon, à chaque époque littéraire nouvelle, de repasser en son esprit et de revivifier les idées qui sont représentées par certains noms devenus sacramentels, dût-on n'y rien changer, à peu près comme à chaque nouveau règne, on refrappe monnaie et on rajeunit l'effigie, sans altérer le poids. Ce que Sainte-Beuve ne signale pas dans cette mise au point, c'est que Boileau, malgré ses préjugés, ses partis pris, sa rigueur et son académisme aussi, avait un certain sens de l'humour, comme le prouve son poème sur les encombrements de Paris, toujours d'actualité. Qui frappe l'air, bon Dieu, de ces lugubres cris? Est-ce donc pour veiller qu'on se couche à Paris? Et quel fâcheux démon, durant les nuits entières, rassemble ici les chats de toutes les gouttières? J'ai beau sauter du lit plein de troubles et d'effroi, je pense qu'avec tout l'enfer est chez moi. L'un miaule en grondant comme un tigre en furie, l'autre roule sa voix comme un enfant qui crie. Ce n'est pas tout encore. Les souris et les rats semblent pour m'éveiller s'entendre avec les chats. Plus importun pour moi durant la nuit obscure que jamais en plein jour ne fut la baie de Pur. Tout conspire à la fois à troubler mon repos, et je me plains ici du moindre de mes maux. Car à peine les coqs commençant leur ramage auront des cris aigus frappé le voisinage qu'un affreux serrurier, laborieux Vulcain, qui éveillera bientôt l'ardente soif du gain avec un fer maudit qu'à grand bruit il apprête, de 100 coups de marteau me va fendre la tête. J'entends déjà partout les charrettes courir, les maçons travailler, les boutiques s'ouvrir, tandis que dans les airs 1000 cloches émues d'un funèbre concert font retentir les nus, et, se mêlant au bruit de la grêle et des vents, pour honorer les morts, font mourir les vivants. Encore je bénirais la bonté souveraine si le ciel à ces mots avait borné ma peine. Mais si, seul en mon lit, je peste avec raison, c'est encore pis 20 fois en quittant la maison. En quelque endroit que j'aille, il faut fendre la presse d'un peuple d'importuns qui fourmille sans cesse. L'un me heurte d'un nez dont je suis tout froissé. Je vois d'un autre coup mon chapeau renversé. Là, d'un enterrement, la funèbre ordonnance, d'un pas lugubre et lent vers l'église s'avance. Et plus loin, des laquais, l'un l'autre s'agaçant, font aboyer les chiens et jurer les passants. Des paveurs, en ce lieu me bouchent le passage. Là, je trouve une croix de funeste présage, et des couvreurs grimpés au toit d'une maison en font pleuvoir l'ardoise et la tuile à foison. Là,
sur une charrette, une poutre branlante, vient, menaçant de loin la foule qu'elle augmente. 6 chevaux attelés à ce fardeau pesant, on peine à l'émouvoir sur le pavé glissant. D'un carrosse, en tournant, il accroche une roue, et du choc le renverse en un grand tas de boue. Quand un autre, à l'instant, s'efforçant de passer, dans le même embarras se vient embarrasser. 20 carrosses bientôt arrivant à la file. Ils sont en moins de rien suivis de plus de 1000. Et, pour surcroît de mots, un sort malencontreux conduit en cet endroit un grand troupeau de bœufs. Chacun prétend passer, l'un mugit, l'autre jure, des mulets en sonnant augmentent le murmure. Aussitôt, 100 chevaux dans la foule appelée, de l'embarras qui croit, ferment les défilés. Et partout, les passants enchaînant les brigades, au milieu de la paix font voir les barricades. On n'entend que des cris, poussés confusément. Dieu, pour s'y faire ouïr, donnerait vainement. Moi donc, qui dois souvent en certains lieux me rendre, le jour déjà baissant et qui suis là d'attendre, ne sachant plus tantôt à quel sein me vouer, je me mets au hasard de me faire rouer. Je saute dans le ruisseau, j'esquive. Je me pousse, Guénaud sur son cheval en passant m'éclabousse, et n'osant plus paraître en l'état où je suis, sans songer où je vais, je me sauve où je puis. Tandis que dans un coin, en grondant je m'essuie, souvent pour m'achever, il survient une pluie. On dirait que le ciel, qui se fond tout en eau, veut inonder ces lieux d'un déluge nouveau. Pour traverser la rue au milieu de l'orage, un nez sur 2 pavés forme un étroit passage, le plus hardi laquais n'y marche qu'en tremblant. Il faut pourtant passer sur ce pont chancelant, et les nombreux torrents qui tombent des gouttières, grossissant les ruisseaux en ont fait des rivières, j'y passe en trébuchant, mais malgré l'embarras, la frayeur de la nuit précipite mes pas, car, sitôt que du soir, les ombres pacifiques d'un double cadenas font fermer les boutiques, que, retiré chez lui, le paisible marchand va revoir ses billets et compter son argent, que, dans le marché neuf, tout est calme et tranquille. Les voleurs, à l'instant, s'emparent de la ville. Le bois le plus funeste et le moins fréquenté est, au prix de Paris, un lieu de sûreté. Malheur donc à celui qu'une affaire imprévue engage un peu trop tard au détour d'une rue. Bientôt, 4 bandits lui sans les côtés. La bourse, il faut se rendre, ou bien non, résister, afin que votre mort de tragique mémoire, des massacres fameux aillent grossir l'histoire. Pour moi, fermant ma porte et cédant au sommeil, tous les jours, je me couche avec le soleil. Ah, mais en ma chambre, à peine ai-je éteint la lumière, qu'il ne m'est plus permis de fermer la paupière. Des filous effrontés d'un coup de pistolet ébranlent ma fenêtre et percent mon volet. J'entends crier partout: « Au meurtre! Au assassine !» ou « Le feu vient de prendre la maison voisine !» Tremblant et demi-mort, je me lève à ce bruit. Et souvent, sans pourpoint, je cours toute la nuit, car le feu, dont la flamme en onde se déploie, fait de notre quartier une seconde Troie, où main grecque affamée, main avide argien, au travers des charbons va piller le Troyen. Enfin, soumis le croc, la maison abîmée, entraîne aussi le feu qui se perd en fumée. Je me retire donc, encore pâle d'effroi, mais le jour est venu quand je rentre chez moi. Je fais, pour reposer un effort inutile, ce n'est qu'à prix d'argent qu'on dort en cette ville. Il faudrait, dans l'enclos d'un vaste logement, avoir loin de la rue un autre appartement. Paris est pour un riche un pays de cocagne. Sans sortir de la ville, il trouve la campagne. Il peut, dans son jardin, tout peuplé d'arbres verts, recéler le printemps au milieu des hivers. Et, foulant le parfum de ces plantes fleuries, aller entretenir ces douces rêveries. Mais moi, grâce au destin, qui n'est ni feu ni lieu, je me loge où je puis et comme il plaît à Dieu. Boileau, comme la presque totalité des écrivains de son temps, fut un courtisan. S'il se permettait de critiquer avec assez de vigueur ce qui lui déplaisait, il n'hésitait pas, assez platement d'ailleurs, car l'humour nuit souvent à l'intérêt, de louer Louis XIV. Le mal est qu'en rimant, ma muse un peu légère nomme tout par son nom et ne saurait rien taire. C'est là ce qui fait peur aux esprits de ce temps, qui, tout blancs au dehors, sont tout noirs au dedans. Ils tremblent qu'un censeur que sa verve encourage ne vienne en ses écrits démasquer leur visage, et fouillant dans leurs mœurs en toute liberté, n'aillent du fond du puits tirer la vérité. Tous ces gens, éperdus au seul nom de satire, font d'abord le procès à quiconque ose rire. Ce sont eux que l'on voit, d'un discours insensé publié dans Paris, que tout est renversé au moindre bruit qui court, qu'un auteur les menace de jouer des bigots la trompeuse grimace. Pour eux, un tel ouvrage est un monstre odieux, c'est offenser les lois, c'est s'attaquer aux cieux. Mais, bien que d'un faux zèle ils masquent leur faiblesse, chacun voit qu'en effet la vérité les blesse. En vain, d'un lâche orgueil, leur esprit revêtu se couvre du manteau d'une austère vertu. Leur cœur, qui se connaît et qui fuit la lumière, s'il se moque de Dieu, craint Tartuffe et Molière. Cette flatterie,
si elle ne donne pas à ses vers une grande envolée, lui permit au moins d'être pensionné et nommé historiographe du roi. Assuré désormais de la protection d'un tout-puissant monarque, il pourra, sans crainte pour leurs attaques, ridiculiser ses confrères. Et il ne va pas s'en priver. C'est en vain qu'au Parnasse, un téméraire auteur pense de l'art des vers atteindre la hauteur. S'il ne sent point du ciel l'influence secrète, si son astre en naissant ne l'a formé poète, dans son génie étroit, il est toujours captif. Pour lui, Phébus est sourd et Pégase est rétif. Oh, vous donc qui, brûlant d'une ardeur périlleuse, courez du bel esprit la carrière épineuse, n'allez pas sur des vers sans fruit vous consumer, ni prendre pour génie un amour de rimer. Craignez d'un vain plaisir les trompeuses amorces, et consultez longtemps votre esprit et vos forces. La nature, fertile en esprits excellents, sait entre les auteurs partager les talents. L'un peut tracer en vers une amoureuse flamme, l'autre d'un trait plaisant aiguiser l'épigramme. Malherbe d'un héros peut vanter les exploits, Racan chanter Phyllis, les bergers et les bois. Mais souvent, un esprit qui se flatte et qui s'aime méconnaît son génie et s'ignore soi-même. Ainsi, tel autrefois qu'on vit avec Faret charbonner de ses vers les murs d'un cabaret, s'en va, mal à propos d'une voix insolente, chanter du peuple hébreu la fuite triomphante, et poursuivant Moïse au travers des déserts, court avec Pharaon se noyer dans les mers. Quelque sujet qu'on traite, ou plaisant ou sublime, que toujours le bon sens s'accorde avec la rime. L'un l'autre, vainement, ils semblent se haïr. La rime est une esclave et ne doit qu'obéir. Lorsqu'elle a bien cherché d'abord en ses vertus, l'esprit, à la trouver aisément s'habitue. Au joug de la raison sans peine elle fléchit, et loin de la gêner, la serre et l'enrichit. Mais lorsqu'on la néglige, elle devient rebelle, et pour la rattraper, le sens court après elle. Aimez donc la raison. Que toujours vos écrits empruntent d'elle seule et leur lustre et leur prix. La plupart, emportés d'une fougue insensée, toujours loin du droit sens, vont chercher leur pensée. Ils croiraient s'abaisser dans leurs vers monstrueux s'ils pensaient ce qu'un autre a pu penser comme eux. Évitons ces excès. Laissons à l'Italie de tous ces faux brillants l'éclatante folie. Tout doit tendre au bon sens. Mais pour y parvenir, le chemin est glissant et pénible à tenir. Pour peu qu'on s'en écarte, aussitôt on se noie. La raison pour marcher n'a souvent qu'une voie. Un auteur, quelquefois trop plein de son objet, jamais sans l'épuiser n'abandonne un sujet. S'il rencontre un palais, il m'en dépeint la face. Il me promène après de terrasse en terrasse. Ici s'offre un perron, là règne un corridor, là ce balcon s'enferme en un balustre d'or. Il compte des plafonds, les ronds et les ovales. Ce ne sont que festons, ce ne sont qu'astragales. Je saute 20 feuillets pour en trouver la fin, et je me sauve à peine au travers du jardin. Fuyez de ces auteurs l'abondance stérile, et ne vous chargez point d'un détail inutile. Tout ce qu'on dit de trop est fade et rebutant. L'esprit rassasié le rejette à l'instant. Qui ne sait se borner ne sut jamais écrire. Souvent, la peur d'un mal nous conduit dans un pire. Un vers était trop faible et vous le rendez dur. J'évite d'être long et je deviens obscur. L'un n'est point trop fardé, mais s'amuse à être nu. L'autre a peur de ramper, il se perd dans la nue. Voulez-vous du public mériter les amours ? Sans cesse, en écrivant, variez vos discours. Un style trop égal et toujours uniforme, en vain brille à nos yeux, il faut qu'il nous endorme. On lit peu ces auteurs nés pour nous ennuyer, qui toujours sur un ton semblent psalmodier. Heureux qui dans ses vers sait d'une voix légère passer du grave au doux, du plaisant au sévère. Son livre, aimé du ciel et chéri des lecteurs, est souvent chez Barbin entouré d'acheteurs. Quoi que vous écriviez, évitez la bassesse. Le style le moins noble a pourtant sa noblesse. Au mépris du bon sens, le burlesque effronté trompa les yeux d'abord, plus par sa nouveauté. On ne vit plus en vers que pointe triviale. Le Parnasse, par là le langage des halles. La licence arrimée alors n'eut plus de frein. Apollon travesti devint un tabarin. Cette contagion affecta les provinces. Du clerc et du bourgeois passa jusque aux princes. Le plus mauvais plaisant eut ses approbateurs, et jusqu'à Dassoucy, tout trouva des lecteurs. Mais de ce style, enfin, la cour désabusée dédaigna de ses vers l'extravagance aisée, distingua le naïf du plat et du bouffon, et laissa la province admirer le typhon. Que ce style jamais ne souille votre ouvrage.
Imitons de Marot l'élégant badinage, et laissons le burlesque au plaisant du Pont-Neuf. Mais n'allez point aussi sur les pas de Brébeuf, même en une farsale entassée sur les rives, de morts et de mourants sans montagne plaintive. Prenez mieux votre ton. Soyez simple avec art, sublime sans orgueil, agréable sans phare. N'offrez rien au lecteur que ce qui peut lui plaire. Ayez pour la cadence une oreille sévère, que toujours dans vos vers, le sens coupant les mots, suspende l'hémistiche, en marque le repos. Gardez qu'une voyelle à courir trop hâtée ne soit d'une voyelle en son chemin heurtée. Il est un heureux choix de mots harmonieux. Fuyez des mauvais sons le concours odieux. Le vers le mieux rempli, la plus noble pensée, ne peut plaire à l'esprit quand l'oreille est blessée. Durant les premiers ans du Parnasse François, le caprice tout seul faisait toutes les lois. La rime, au bout des mots assemblés sans mesure, tenait lieu d'ornement, de nombre et de césure. Villon sut le premier dans ces siècles grossiers débrouiller l'art confus de nos vieux romanciers. Marot, bientôt, après, fit fleurir les ballades, tourna des triolets, rima des mascarades, à des refrains réglés asservit les rondeaux et montra pour rimer des chemins tout nouveaux. Ronsard, qui le suivit par une autre méthode, réglant tout, brouilla tout, fit un art à sa mode, et toutefois longtemps eut un heureux destin. Mais s'amuse en français parlant grec et latin, vit dans l'âge suivant par un retour grotesque tombé de ses grands mots le faste pédantesque. Ce poète orgueilleux, trébuché de si haut, rendit plus retenu Desportes et Berthaud. Ces attaques et ces critiques permirent à Boileau de jouer un rôle déterminant sur la littérature et la poésie du siècle de Louis XIV. Mais elles lui attirèrent aussi le mépris de ceux qui refusaient de se soumettre à un conformisme dicté par la seule volonté royale. Aussi n'est-il pas étonnant que le plus conservateur et le plus réactionnaire des critiques français, Ferdinand Brunetière, se soit efforcé de justifier le comportement de Boileau et son esthétique. Il y a de plus grands noms que celui de Boileau dans notre histoire littéraire. Il y en a même, et heureusement, plusieurs. Il y en a de plus populaires, il y en a surtout de plus aimés. Je ne sais s'il y en a de plus répandus, ni peut-être, à certains égards, de plus considérables. La moitié de ces vers sont devenus, en naissant, maximes ou proverbes, sont entrés dans l'usage ou dans le courant de la langue, font encore aujourd'hui partie du vocabulaire de la conversation. 3 ou 4 générations d'industrieux versificateurs, et parmi eux quelques poètes, ont reconnu en lui le législateur du Parnasse français. Ces leçons, passant nos frontières, sont allées faire école en Angleterre, en Allemagne. Il n'y a pas jusqu'à ses ennemis dont les attaques passionnées, injurieuses, maladroites surtout, n'aient aidé autant ou plus que son mérite même à graver, à enfoncer son nom dans les mémoires. Et si quelqu'un, enfin, non seulement pour nous qui sommes de sa race, mais encore pour les étrangers, représente l'esprit français, ou plutôt l'esprit classique, avec ses qualités, avec les défauts aussi qui en sont le revers ou la rançon, ce n'est ni Molière, ni La Fontaine, ni Racine, c'est lui, c'est Boileau, c'est l'auteur des satires et de l'art poétique. Voilà une fortune singulière, telle que l'on en a vu rarement de semblables, telle aussi que de plus beaux vers que ceux de Boileau, s'ils en expliquaient l'origine, seraient insuffisants à en justifier la durée. Et en effet, il faut l'avouer d'abord, quelque talent qu'il ait eu, Boileau, comme Louis XIV, a eu plus de bonheur encore. Il a paru dans le temps précis qu'on l'attendait, ni trop tôt, ni trop tard, dans le temps de la perfection de la langue et de la maturité du génie de la nation, à l'une des rares époques de l'histoire où nous ayons senti le prix de la règle, de la discipline et de l'ordre. Artiste scrupuleux, tyran consciencieux des mots et des syllabes, nul n'a d'ailleurs été plus français. Que dis-je plus français? C'est plus parisien qu'il faut dire, ou même plus bourgeois en même temps qu'artiste. Et cependant, et avec cela, s'il y a eu, depuis la Renaissance jusqu'à la Révolution, un idéal classique commun à l'Europe entière, l'honneur lui appartient de l'avoir plus nettement conçu, défini et fixé que personne. À notre sens, le critique qui a le mieux compris Boileau, qui a su préciser ses limites, reconnaître ses défauts, mais aussi son talent, c'est Émile Faguet. Boileau adorait Horace. Il l'aima trop, si l'on peut trop l'aimer.
J'entends qu'il a voulu être l'Horace français de la tête aux pieds, ce qui était trop d'ambition. Horace avait fait des satires littéraires, Boileau en fit. Horace avait fait des satires et des épîtres morales, qui sont des causeries en vers sur les ridicules des hommes, les consolations de la sagesse, les douceurs de la médiocrité, les délices du bon sens, œuvre charmante d'un abandon gracieux, d'une bonhomie fine, d'un enjouement facile et délié. Boileau voulut faire des satires et des épîtres morales. Il y fallait un La Fontaine ou un Montaigne, sachant le vers. Boileau n'y échoua point, il y languit un peu. Il était spirituel plutôt que fin, ou fin plutôt que délicat. Une nuance de grâce légère et de demi-sourire lui manquait. Il fut bon dans un genre d'ouvrage où il faut être exquis. Il y a de la banalité dans ce poème, où les idées générales, qui en sont le fond, devaient être relevées d'un tour léger, de paradoxes discrets ou de fines boutades. Cela sent la dissertation. Esprit vigoureux, Boileau pouvait avoir en ce genre la pénétration, la profondeur des vues sur l'humaine misère qui eussent suppléé à la grâce. Il n'a pas montré ses fortes qualités non plus. Ses poèmes sont sainement pensés, bien composés, écrits d'une langue forte et sûre. Ce sont bien quelques bons écrits, comme a dit dédaigneusement Voltaire. Ce n'est ni du Voltaire du pauvre diable, ni du Voltaire des discours sur l'homme. Œuvre grave, correcte, spirituelle même parfois, d'une raison droite et d'un esprit cultivé, mais qui apprennent peu de choses, ne peignent point bien vivement et intéressent plus qu'elles ne plaisent. L'absence de défaut n'est pas une qualité en chose d'art, et les qualités moyennes même n'y sont presque comptées que comme absence de défaut. Muse, changeons de style et quittons la satire. C'est un méchant métier que celui de médire. À l'auteur qui l'embrasse, il est toujours fatal. Le mal qu'on dit d'autrui ne produit que du mal. Maint poète aveuglé d'une telle manie, en courant à l'honneur trouve l'ignominie. Et tel mot, pour avoir réjoui le lecteur, a coûté bien souvent des larmes à l'auteur. Un éloge ennuyeux, un froid panégyrique, peut pourrir à son aise au fond d'une boutique, ne craint point du public les jugements divers, et n'a pour ennemi que la poudre et les vers. Mais un auteur malin qui rit et qui fait rire, qu'on blâme en le lisant et pourtant qu'on veut lire, dans ses plaisants accès qui se croient tout permis, de ses propres rieurs se fait des ennemis. Un discours trop sincère aisément nous outrage. Chacun dans ce miroir pense voir son visage, et tel, en vous lisant, admire chaque trait qui dans le fond de l'âme et vous craint et vous hait. Muse, c'est donc en vain que la main vous démange. S'il faut rimer ici, rimons quelques louanges, et cherchons un héros parmi cet univers digne de notre encens et digne de nos vers. Mais à ce grand effort en vain je vous anime, je ne puis pour louer rencontrer une rime. Dès que j'y veux rêver, ma veine est aux abois. J'ai beau frotter mon front, j'ai beau mordre mes doigts, je ne puis arracher du creux de ma cervelle que des vers plus forcés que ceux de la pucelle. Je pense être à la gêne, et, pour un tel dessein, la plume et le papier résistent à ma main. Mais quand il faut railler, j'ai ce que je souhaite. Alors, certes, alors je me connais poète. Phébus, dès que je parle, est prêt à m'exaucer. Mes mots viennent sans peine et courent se placer. Faut-il peindre un fripon fameux dans cette ville? Ma main, sans que j'y rêve, écrira Romaville. Faut-il d'un sceau parfait montrer l'original? Ma plume au bout du verre trouve d'abord Sophale. Je sens que mon esprit travaille de génie. Faut-il d'un froid rimeur dépeindre la manie? Mes vers comme un torrent coulent sur le papier. Je rencontre à la fois Perrin et Pelletier, Bonnecorse, Pradon, Colletet, Titreville. Et pour un que je veux, j'en trouve plus de 1000. Aussitôt je triomphe, et ma muse en secret s'estime et s'applaudit du beau coup qu'elle a fait. C'est en vain qu'au milieu de ma fureur extrême, je me fais quelquefois des leçons à moi-même. En vain je veux au moins faire grâce à quelqu'un. Ma plume aurait regret d'en épargner aucun, et sitôt qu'une fois la verve me domine,
tout ce qui s'offre à moi passe par l'étamine. Le mérite, pourtant, m'est toujours précieux, mais tout fa me déplaît et me blesse les yeux. Je le poursuis partout, comme un chien fait sa proie, et ne le sens jamais qu'aussitôt je n'aboie. Enfin, sans perdre temps en de si vains propos, je sais coudre une rime au bout de quelques mots. Souvent j'habille en vers une maligne prose. C'est par là que je vaux, si je vaux quelque chose. Ainsi, soit que bientôt par une dure loi la mort d'un vol affreux vienne fondre sur moi, soit que le ciel me garde un cours long et tranquille, à Rome ou dans Paris, aux champs ou dans la ville, dût ma muse par là choquer tout l'univers. Riche, gueux, triste ou gai, je veux faire des vers. Pauvre esprit, dira-t-on, que je plains ta folie. Modère ces bouillons de ta mélancolie, et garde qu'un de ceux que tu penses blâmer n'éteigne dans ton sang cette ardeur de rimer. Et quoi? Lorsqu'autrefois Horace, après Lucile, exaltait en bons mots les vapeurs de sa bile, et vengeant la vertu par des traits éclatants, allait ôter le masque aux vices de son temps, ou bien quand Juvénal, de sa mordante plume, faisant couler des flots de fiel et d'amertume, gourmandait en courroux tout le peuple latin, l'un ou l'autre fit-il une tragique fin? Et que craindre après tout d'une fureur si vaine? Personne ne connaît ni mon nom, ni ma veine. On ne voit point mes vers, à l'envi de Montreuil, grossir impunément les feuillets d'un recueil. À peine quelquefois je me force à les lire pour plaire à quelque ami que charme la satire, qui me flatte peut-être, et d'un air imposteur rit tout haut de l'ouvrage et tout bas de l'auteur. Enfin, c'est mon plaisir, je veux me satisfaire. Je ne puis bien parler et ne saurais me taire, et dès qu'un mot plaisant vient luire à mon esprit, je n'ai point de repos qu'il ne soit en écrit. Je ne résiste point au torrent qui m'entraîne. Mais c'est assez parlé. Prenons un peu d'haleine. Ma main, pour cette fois, commence à se lasser. Finissons. Mais demain, muse, à recommencer. En terminant cette émission, reconnaissons qu'un de ses plus grands mérites aura été pour Boileau d'avoir aimé et défendu Corneille, Racine, La Fontaine, et surtout, Molière. En vain, 1000 jaloux esprits, Molière, osent avec mépris censurer ton plus bel ouvrage. Sa charmante naïveté s'en va pour jamais, d'âge en âge, divertir la postérité. Que tu ris agréablement, que tu badines savamment. Celui qui sut vaincre Numance, qui mit Carthage sous sa loi, jadis, sous le nom de Terence, sut-il mieux badiner que toi? Ta muse, avec utilité, dit plaisamment la vérité. Chacun profite à ton école, tout en est beau, tout en est bon, et ta plus burlesque parole est souvent un docte sermon. Laisse gronder tes envieux, ils ont beau crier en tout lieu qu'en vain tu charmes le vulgaire, que tes vers n'ont rien de plaisant. Si tu savais un peu moins plaire, tu ne leur déplairais pas tant.